Les carrières de Tercis, devenues l'an passé réserve naturelle régionale géologique, est un lieu reconnu par le monde scientifique comme une référence géologique de l'histoire de la Terre. Mais le lieu possède également un fort intérêt naturel avec différents milieux qui permettent entre autres le développement d'orchidées sauvages. Pour les préserver, le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine a fait appel à des bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes à un chantier participatif pour protéger et entretenir un secteur à orchidées. Donc, l'orchidée est le Serapias à petites fleurs, qui est une espèce d'orchidée protégée en France et qui est très rare en France et surtout dans le département des Landes. Munis de gants et d'outils, les bénévoles ont donc coupé les ronces qui envahissent le secteur de pousse de ces orchidées. En fait, cette orchidée elle a besoin de beaucoup de lumière pour se développer et sur la réserve, on a pas mal de ronces qui se développent et qui empêchent la lumière d'arriver au sol. Donc l'idée, c'est d'enlever toutes ces ronces pour permettre à la lumière d'arriver au sol et au Serapias de pousser. Cette orchidée va pousser tout le long du printemps, donc au printemps d'abord les petites feuilles et après à partir du mois de mai les fleurs. Et à partir de l'été, tout ça dépérit, il ne restera plus qu'à l'intérieur du sol le bulbe. C'est pour ça qu'on fait les chantiers à l'automne, à une époque où il n'y a aucun risque pour cette plante qui est bien cachée dans le sol. Pour ce premier chantier participatif sur la réserve de Tercis, une poignée de courageux bénévoles ont répondu à l'appel pour défricher manuellement les ronces sous un soleil de plomb. On est déjà venu plusieurs fois ici, et puis la nature, c'est toujours la nature. Le site de Tercis, c'est super, que ce soit pour la géologie ou pour les fleurs ou pour les ronces. Je savais pas que c'était des ronces qu'on allait couper, mais sinon, pourquoi pas. J'essaye d'aller le plus souvent sur le site du CEN pour voir s'il y a des chantiers, si je peux aider, si je suis libre, j'y vais. Voilà, pour essayer de les aider un peu à préserver les sites, quoi. Les orchidées, ça me passionne et voilà, et la nature en général. Donc, si je peux en faire un petit peu, je le fais. Une aide précieuse pour le Conservatoire d'espaces naturels qui jugera des effets de ce débroussaillage au printemps prochain lors de la floraison. On a recensé 30 pieds l'année dernière de cette orchidée et l'idée, enlever toutes ces menaces, c'est qu'elle permette qu'elle se développe. Donc on verra, c'est quoi une espèce, la nature est ce qu'elle est, on ne peut pas la dompter entièrement. Donc peut-être que l'année prochaine il n'y aura que 35 qui vont pousser, mais on sait au fur et à mesure des débroussailles qu'on a de nouvelles orchidées qui poussent. On a l'exemple sur notre secteur à l'autre bout de la carrière où c'est arrivé à partir de rien du tout. On a 6 Serapias qui sont apparus de cette année. Donc on a bon espoir sur cette zone aussi d'avoir une forte croissance de cette plante. La Serapias à petites fleurs n'est pas la seule orchidée à pousser dans la réserve. Plus d'une dizaine d'autres espèces d'orchidées se développent dans ces carrières. Une flore et une faune exceptionnelles à découvrir seul ou avec les guides de la réserve. Afin de célébrer les 20 ans de l'inscription de l'abbaye bénédictine de Saint-Sevé et des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France au patrimoine de l'UNESCO, le 13 octobre, la ville de Saint-Sevé avait organisé une journée marche et patrimoine en partenariat avec la Société landaise des Amis de Saint-Jacques et d'études compostellanes. Cette association a une triple mission de vérifier et d'organiser les chemins qui nous traversent, d'organiser les refuges et donc de baliser. Ensuite, il y a un autre aspect qui est la promotion des chemins et la découverte et la culture. Et puis une troisième raison également, c'est de fédérer un petit peu tous ces marcheurs qui ont envie de continuer et de découvrir d'autres voies. Parce que quand on fait le chemin de Saint-Jacques, il se passe quelque chose. Comme on est confronté à sa solitude pendant de nombreux kilomètres, on a envie des fois de prolonger tout cela et nous sommes à la disposition des pèlerins. Après une marche de 7 km de Audignon à Saint-Sevé le matin, les marcheurs avaient rendez-vous au couvent des Jacobins l'après-midi pour visiter les Jacobins, le musée, puis l'abbatiale et son clocher. Mais avant ça avait été dévoilée l'enseigne du pèlerin à la halte Jacquère. Nous étions venus déjà à Saint-Sevé dans le cadre du patrimoine, des journées du patrimoine. Et cette fois-ci, nous voulions faire allier notre triptyque traditionnel, c'est-à-dire une marche, une convivialité en rencontrant des marcheurs d'ici et en parlant du chemin de notre passion. Et en même temps, le troisième, c'est la culture, découvrir cette voie en profondeur en allant au fond des choses. Le chemin était très agréable, il a fait beau temps. Nous avons pu discuter avec pas mal de
déjà de gens de l'association, mais également avec les personnes de Saint-Sevé et des environs qui se sont joints à nous. De voir que d'autres personnes de Saint-Sevé sont venues se joindre à nous et que ça se fait toujours dans une très bonne ambiance, beaucoup de gentillesse et c'était une très très jolie marche. Et en plus le pays est toujours magnifique. Voilà. La journée s'est achevée par une conférence sur le temps où les pèlerins devaient passer l'eau, ainsi qu'avec une messe à l'abbatiale. La célébration de cet anniversaire aura en tout cas été un succès tant pour la ville que pour l'association, qui en aura profité pour mieux faire connaître les chemins du territoire et partager les valeurs du pèlerin. Ça s'inscrit quand même dans quelque chose de moderne, très moderne, parce que marcher, aller au rythme lent du voyageur et du touriste à pied fait qu'on découvre beaucoup de choses. Et il y a un retour à la nature qui est incontestable. Je ne parlerai pas d'écologie, mais vous avez compris qu'il y a un lien direct. Dans le cadre du plan Polmar, les 16 et 17 octobre, à l'embouchure du courant du Chai de Molietz, se tenait une formation de lutte contre les pollutions maritimes, animée par la direction départementale des territoires et de la mer, à laquelle les agents de 5 communes alentours, des sapeurs-pompiers, des agents de la sécurité civile, des services environnement du conseil départemental et des services de l'État avaient participé. Le dispositif Polmar est un plan de lutte et de prévention qui se divise en deux aspects. Un volet mer qui consiste à empêcher que la pollution arrive à terre et un volet terre parce que malheureusement, et parfois il faut s'y préparer, la pollution n'est pas contenue au niveau de la mer. Alors la formation aujourd'hui et demain vise avant tout à faire que les acteurs se connaissent et puissent demain, en situation de crise, œuvrer ensemble. Nous avons conduit un exercice de pose réelle de barrage sur l'embouchure du courant du Chai. Il est gonflable, posé à la surface de l'eau avec une jupe. Ce barrage est spécifiquement positionné de façon à pouvoir rassembler dans un endroit particulier les hydrocarbures de surface. Dans cet endroit-là, un système de pompe viendra capter les hydrocarbures de surface pour les extraire de l'eau et les positionner dans un bac, lequel sera repris et pris en charge par un camion de vidange pour un traitement adéquat du polluant. Mais on a ainsi sorti le polluant de l'eau et donc préserver les espaces qui sont derrière le barrage. En cas de pollution, on sera les premiers impactés puisque nous avons l'océan derrière. Donc c'est important que cette formation soit mise en place. Ça demande un dispositif quand même assez important, assez lourd. Donc ça permet de voir les problématiques, de pouvoir voir également ce qui est amélioré, ce qui fonctionne et fonctionne moins bien. On n'est pas en situation de crise, donc ça facilite la mise en place du dispositif. Mais en général, quand ça arrive, on est en situation de crise avec une météo aussi qui n'est pas favorable. Donc les conditions seront différentes. Un dispositif important, tant au niveau humain que matériel, celui-ci venant du centre de stockage Polmar du Verdon et étant à la disposition des préfets selon leurs besoins. Le centre de stockage Polmar du Verdon est en priorité utilisable pour les départements maintenant de Nouvelle-Aquitaine, mais en fait de la zone défense sud-ouest. Si on a besoin d'autres matériels, de matériel dont on ne dispose pas au Verdon, ou de plus de matériel parce qu'on a un événement très important, à ce moment-là, on va mobiliser le matériel des autres centres de stockage. Les barrages, ça n'est pas utilisable tout le temps, en fonction du site, en fonction des courants, en fonction de la météo, ils vont être utiles ou ils ne vont pas être utiles du tout. Donc le matériel qu'on utilise va dépendre de ces éléments-là. Une formation importante afin que tous puissent agir au plus vite en cas de crise et ainsi préserver ce site sensible qui est le courant du Chai. Pour moi, c'est important, c'est vraiment nécessaire. On voit quand même tous les accidents maritimes, les pollutions, c'est quand même d'actualité. Donc je suis ravie qu'on se sent un peu plus en sécurité dans le sens où on pourrait être réactif. C'est la première fois qu'il y a un exercice sur ce lieu. Je sais que c'est à peu près tous les 3 ans, donc on accueillera un nouveau dispositif avec grand plaisir. J'ai pu savoir à qui on aurait eu affaire, à qui on va avoir affaire comme organisme pour si jamais il y a un souci.
Et la partie pratique, voir avec quel matériel on allait travailler si jamais il y a vraiment un problème. C'est sur ça qui est intéressant. Voilà. C'est pas compliqué, il suffit d'être bien organisé et voilà, tout le monde a sa place. Il y a des fiches qui nous indiquent comment utiliser les outils et tout se passe bien. Reste toutefois à espérer que ce risque de pollution à Moliette ne devienne pas de sitôt une réalité. D'ici l'horizon 2025, l'écoquartier Les Trois Fontaines de Hondre verra le jour, dans le but de répondre à la forte demande de logement sans pour autant dénaturer le paysage. Cette réalisation ayant attiré la curiosité, la municipalité avait organisé une journée portes ouvertes sur le chantier afin que tous puissent découvrir le projet dans son ensemble et poser leurs questions. On communique avec un site internet, avec le site de la ville, avec le magazine, avec une lettre du quartier qui en est à son 2e numéro. Mais là, aujourd'hui, un moment qui était un peu charnière, hein. Les principaux aménagements de voies et réseaux sont terminés. Les bâtiments vont bientôt démarrer. Donc c'était important cette journée de communication pour que tout le monde prenne bien conscience de ce que sera ce futur quartier. Au total, 480 logements seront construits et accessibles au plus grand nombre, avec 30% proposés en locatif social. D'ici 2020, 240 logements seront déjà prêts à accueillir les habitants, et ainsi les bailleurs et promoteurs étaient présents lors de cette journée. Nous intervenons sur l'écoquartier des Trois Fontaines sur 2 lots opérationnels. Un lot qui se situe de l'autre côté de l'avenue, qui comportera 30 locatifs sociaux, avec des typologies assez variées, du T2 au T5, donc uniquement des locatifs. Et là, la part belle a été faite aux espaces extérieurs, traités comme des lieux de convivialité et de rencontre. Le 2e lot se situe à l'avenue. C'est une opération mixte, accession sociale et locatif. Il comporte donc 45 locatifs et 25 accessions à la propriété. Nous, on intervient sur le îlot S3. C'est un projet qui est modeste, mais ce n'est pas pour longtemps qui ne demande pas beaucoup de travail. C'est 10 maisons de ville. Le projet s'appelle La Maillade. Ces maisons peuvent être agrandies, soit tout de suite si les personnes nous demandent de faire des chambres supplémentaires, mais dans les temps de 36 mètres carrés de surface. Et ça, c'est super important pour les gens, puisqu'ils n'ont pas aujourd'hui le budget, mais ils pourront éventuellement, avec le temps, le faire. On a donc donné beaucoup d'importance à tous les espaces extérieurs qu'il y avait. Donc des espaces extérieurs communs, et on a travaillé aussi sur des espaces donc individuels, puisqu'il s'agit des maisons de ville. Chaque maison a un petit terrain, et donc on a travaillé beaucoup sur la manière d'approprier ces espaces, aussi bien d'une manière collective que d'une manière individuelle. Hondre naturellement étant la signature de la ville, tous tenaient à ce que l'écoquartier ait une dimension écologique, avec notamment un tiers d'espace vert, le recyclage de l'eau de pluie et une place importante réservée aux déplacements doux. L'aspect écologique, c'est dès le début, c'est connaître le terrain de jeu sur lequel on agit, c'est faire des diagnostics écologiques pour connaître les plantes, les espèces animales qui sont sur le terrain, les prendre en considération et aménager en fonction. Et après, par rapport à la réalisation, oui, c'est recréer des espaces verts de qualité, généreux, pour que tout se passe en harmonie entre ceux qui étaient là avant qu'il y ait des habitants et puis les futurs habitants. Loin d'être un quartier à part, l'écoquartier sera très ouvert et relié au reste de la ville par des voies cyclables. De plus, le quartier comptera de nombreux aménagements ouverts à tous et toutes. Le but, c'est que tant à l'échelle du quartier qu'à l'échelle des îlots, des logements, une place aussi importante soit accordée au vivre ensemble, avec des espaces à vivre, naturels mais pas que, des équipements publics avec un espace ludique dédié aux ados, une extension de la maison de la petite enfance, et puis un 3e équipement dans ce quartier qu'on ne connaît pas encore, qui sera imaginé avec les habitants du quartier. Nous, ça nous intéresserait, ouais, de déménager et puis de faire partie justement de cet esprit d'éco-quartier, justement, de vivre ensemble et puis de faire des choses ensemble aussi. Le jardin collectif, vraiment voilà, le partage et puis qu'elle évolue aussi avec d'autres enfants au sein du quartier.
Pour plus de renseignements ou questions, la maison du projet reste ouverte sur le chantier durant toute la durée des travaux. Chaque jour, 3,8 millions de repas sont servis en France dans la restauration collective, une performance rendue possible grâce aux 94 000 collaborateurs. Cuisiner, servir, concevoir, gérer, tout le monde est à sa place dans cette chaîne des savoir-faire complémentaires. Mais il ne faudrait surtout pas oublier tous ceux, hommes et femmes, qui œuvrent pour que les repas soient acheminés en temps et en heure dans les 21 500 restaurants de la restauration collective concédée répartis dans l'Hexagone. Parmi eux, il y a Thomas, responsable du flux et maître d'apprentissage. Ce dernier forme un duo particulièrement efficace avec Johan, apprenti en logistique. Et nous voici en pleine action, en train de préparer les commandes pour les 250 restaurants. Ce matin-là, plongé au cœur du réacteur, avec Thomas dans la salle des commandes où tout le monde s'active. Donc chaque jour, nous recevons les 50 000 repas, ici sur la plateforme, et nous devons les faire partir à destination des restaurants. Et nous fonctionnons en 2-8 avec 2 équipes de préparateurs de commandes. Ok Thomas, mais avant de poursuivre la visite guidée de la plateforme, une question. Ça consiste en quoi précisément le métier de responsable de flux ? Le métier de responsable des flux, alors la mission première, c'est l'acheminement des marchandises vers les restaurants scolaires. Pour mener à bien cette mission, il faut manager, il faut animer des équipes, il faut animer des réunions, il faut mettre en place des indicateurs, il faut les faire vivre, il faut trouver des nouvelles solutions en permanence, il faut s'adapter aux nouvelles technologies, il faut évoluer avec l'informatique et de manière générale, il faut être engagé. Donc nous sommes ici sur le quai Expédition, le quai de départ. Loïc est en train de charger son camion pour aller livrer ses restaurants scolaires. Il y a 35 camions qui partent chaque jour avec environ 1500 repas à chacun. Malgré des journées bien chargées, Thomas prend très à cœur son rôle de maître d'apprentissage. Mais comment juge-t-il Johan, son apprenti ? Johan, il m'apporte un peu de fraîcheur, un œil neuf, un œil critique parfois. Il a fait un rapport d'étonnement à son arrivée qui était pertinent, avec des choses qui lui paraissaient incohérentes et qui étaient intéressantes à traiter. Et si on donnait un peu la parole à Johan ? Pourquoi avoir choisi ce métier ? J'ai choisi le domaine de la restauration collective car c'est un domaine pointu. En effet, il faut des chambres froides, des frigos et il y a un suivi du produit tout au long de la chaîne logistique, ce qui rend justement ce côté logistique plus complexe. Ça apporte un plus au quotidien. Mais Johan a une motivation bien particulière. J'ai moi-même été enfant et j'ai mangé à la cantine scolaire et il y avait parfois du retard. Ce retard, maintenant que je travaille dans la restauration collective, je le comprends et c'est une motivation pour moi que les enfants aient à manger en temps et en heure. Au moment où nous l'avions rencontré, Johan terminait son apprentissage. L'occasion pour lui de faire le bilan. Je dirais que c'était une expérience qui en valait la peine. J'ai pu m'investir et avoir de la reconnaissance. J'ai appris pas mal de choses que je pourrais réinjecter dans d'autres entreprises. Donc voilà, bilan hyper positif. Pour en savoir plus sur les métiers de la restauration collective, rendez-vous sur le site du Syndicat national de la restauration collective, snrc.fr.